Bonjour, bienvenue dans le podcast À cœur ouvert, épisode 3. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami avant tout. Et il s'appelle Ibrahim Maïga. Ibrahim, bonjour. Bonjour, Mam. Voilà. Alors, Ibrahim, bienvenue dans ce podcast. Ça fait longtemps, en fait, que je voulais t'avoir dedans parce que tu fais partie des personnalités que j'apprécie beaucoup. Et surtout, on va parler un peu de ton travail, de ce que tu fais en tant que chercheur. Mais avant, je vais te présenter quand même à nos auditeurs. Alors, tu es Senior Advisor à International Crisis Group pour le projet Sahel. Tu conduis des recherches, des analyses et tu proposes aussi des pistes de solutions sur les challenges dans la région du Sahel. Avant de joindre ICG Ibrahim, tu as été représentant régional de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite au Mali. Avant cela, tu as été conseiller spécial du Premier ministre du Mali. Et pendant cette période, tes sujets de prédilection, c'était la sécurité, la gouvernance, les réformes institutionnelles et politiques. Ensuite, tu as intégré l'Institut d'études pour la sécurité, si je ne m'abuse, avant donc d'être à ICJ aujourd'hui. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, j'ai commencé à l'ISS il y a 10 ans Oui, de cela, il y a quelques années, hein? il y a 10 ans de cela, oui. D'accord. Alors, 10 ans de recherche, Ibrahim, ce monde de la recherche, ce monde de l'analyse, ce monde du décryptage, est-ce que tu pourrais nous en parler pour ceux qui peut-être aspirent à être chercheurs demain? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, Mam, et je crois que l'appréciation est réciproque. Euh, J'apprécie particulièrement qu'on le fasse dans le cadre d'un dialogue ouvert et détendu, même si on va parler de sujets assez Ah, c'est sérieux, sérieux? sérieux et parfois graves, Oui. la sécurité, la paix dans l'espace du Sahel. Euh, alors moi-même, j'atterris un peu par hasard dans ce monde de la recherche Mhm. et de la recherche à visée opérationnelle, comme on le dit, puisque c'est pas de la recherche académique. Je pense qu'il y a peut-être une distinction à faire entre la recherche académique, de type académique, Mhm. qui se produit essentiellement dans les centres de recherche au sein des universités euh, euh, ou au sein de chaires de recherche, comme on les appelle. Et Euh, qui sont destinés en fait à un public assez, on va dire, élitiste, hein, quand même. destiné à un public Les assez, étudiants. parfois assez élitiste. C'est aussi le cas de la recherche à visée opérationnelle qui cherche Mhm. à influencer les décideurs. Mais je crois que la différence se situe dans le mandat que chacun se donne, ou chacun des types de recherche se donne. La recherche académique n'a pas pour vocation d'influencer les décideurs sur des sujets pressants. Euh, c'est de la recherche qui est utile, bien sûr, puisque la recherche à visée opérationnelle s'appuie en partie sur la recherche académique. Mais la recherche à visée opérationnelle, c'est vraiment plutôt orienté vers la prise de décision. Donc, c'est une recherche qui a vocation à influencer les décideurs, donc Mhm. ceux qui prennent les décisions, mais qui parfois s'inscrit aussi dans du court terme. C'est des sujets, disons, très présents, actuels, Mhm. sur lesquels ces chercheurs décident de se pencher, avec à la clé des recommandations. Ce que n'a pas vocation à faire la recherche académique, qui est un peu plus une recherche de long terme, qui est une recherche de longue haleine, qui prend véritablement le temps de la recherche. D'ailleurs, c'est peut-être un abus de langage de nous considérer nous-mêmes comme des chercheurs. Je préfère moi-même m'appeler, enfin, qu'on me présente comme un analyste, ce qui Un est plus analyste. conforme à la réalité du travail que je fais. Mais bon, passé cette différence, j'atterris un peu dans ce milieu par hasard parce que je ne m'étais pas destiné à cette carrière-là. Je voulais être base fonctionnaire, comme beaucoup de jeunes de ma génération, en particulier ceux qui viennent du nord du Mali, où les figures de réussite sont surtout des figures de fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, voilà, aux impôts, à la douane, au trésor, Gouvernement, dans au l'administration. gouvernement, dans l'administration, oui, dans l'administration, dans l'armée, voilà. Ce sont ces fonctions-là auxquelles on aspire quand on est jeune,
né à Gao comme c'est mon cas. Venu de la cité des Askia, comme on dit un peu, c'est servir aussi son pays, Ibrahim, en fait. Tu as en toi cette envie de servir ton pays, finalement. Absolument, je pense que c'est peut-être le seul élément que j'ai gardé tout au long de ma trajectoire, Ouais, me mettre au service de ma communauté, de mon pays, de ma région et de mon continent. Et je crois que c'est ce qui m'amène aussi à embrasser cette carrière de chercheur. On est en 2011-2012, le Mali est en pleine crise, crise sécuritaire, crise politique plus tard, quelques mois plus tard, avec le coup d'État en mars 2012, et plein de questions trop dans ma tête, auxquelles j'avais peu de réponses. Euh, Même si j'avais vécu dans ma chair hein, les événements du début des années 90, c'était à l'époque la troisième, enfin la deuxième rébellion dans oui, le nord du Mali. Et ces événements m'ont secoué enfin, dans mon intimité, puisque je vivais à l'époque à Gao, jeune, et donc j'ai vécu ça dans ma chair. oui. Je Et crois il y que a je eu ne des connais pas. événements à Gao, hein. Des événements se sont déroulés au nord, à Tombouctou, à Gao. Absolument, On a absolument, vu ce qui absolument. s'est passé dans ces régions. Absolument, absolument. La rébellion est partie comme d'habitude de Ménaka et s'est propagée au reste du nord du Mali, donc Tombouctou, Kidal, Gao. Mais je crois que c'est aussi ce qui m'a amené à m'intéresser à cette discipline-là et essayer de proposer des pistes de solutions aux décideurs politiques. Oui. Et en même temps, Ibrahim, c'est intéressant ce que tu dis avoir vécu ces événements dans ta chair, tu les as vraiment ressentis comme tous les Maliens qui ont vécu la crise. J'ai moi-même assisté à ce coup d'État en 2012. Ça faisait 3 ans que j'étais au Mali et puis un autre en 2020. Et c'est vrai que ces événements nous touchent personnellement. Je constate dans ta trajectoire que tu as toujours travaillé pour des instituts internationaux. Est-ce que c'est plus facile d'être dans des instituts et d'avoir cette distance-là pour parler de son pays? Est-ce que si tu avais été dans l'administration, comme tu dis, dans la fonction publique, ça aurait été aussi simple? Alors, c'est vraiment le coup d'État de 2012 qui va changer ma perception et ma Mhm. trajectoire professionnelle. Alors, moi, le coup d'État de 2012, j'étais pas au Mali. Euh, D'accord. j'ai vécu les événements de 90 à Gao, Oui, euh, mais j'ai pas vécu le coup d'État. Enfin, en tout cas, j'ai pas assisté en direct. J'étais pas à Bamako à l'époque, en 2012. J'étais à l'extérieur, donc je regardais un peu médusé comme beaucoup de Maliens ce qui s'y passait, non seulement au nord, mais aussi à Bamako, où une élection se préparait. Et donc, le coup d'État a eu lieu quelques mois avant cette élection-là. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de surprises, d'étonnement que j'ai appris le coup d'État de mars 2012. Ce qui va, comme je le disais, orienter un peu ma trajectoire. J'essaie de comprendre ce qui se passe, d'aller au-delà des apparences. oui, Euh, et disons que à partir de ce moment-là, il y avait très peu d'options au Mali, puisqu'il y a très peu d'instituts de recherche maliens. Alors, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, avec très peu d'opportunités finalement. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'essaie d'ouvrir mes... enfin, j'essaie de ratisser un peu plus large. oui, Euh, et je crois que ça m'a aussi intéressé d'avoir un regard extérieur, pas simplement un regard interne, de ne pas subir les événements comme tout le monde, mais de pouvoir suivre, comprendre, analyser les événements de l'extérieur, d'un regard extérieur, mais aussi en engageant aussi directement les populations ou les Maliens qui les ont vécus. Euh, je dois dire que le choix d'aller vers des instituts internationaux répondait aussi à un coût d'opportunité. oui, Les opportunités étaient beaucoup plus euh, significatives, je dois dire. Il y en avait, enfin, il y avait beaucoup plus d'opportunités à saisir dans ces instituts-là qu'au plan national. Euh, sans compter que, évidemment, ce qui se passait au Mali m'intéressait, mais c'est pas simplement ce qui se passe au Mali ou ce qui se passait au Mali qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est ce qui se passait au Mali, mais aussi ce qui se passait dans le reste de la région. Et l'avantage d'être dans des instituts qui ont des bureaux régionaux, une couverture régionale, qui ont parfois une couverture mondiale,
c'est aussi de pouvoir faire des rapprochements, des comparaisons, mais aussi analyser à l'aune d'expériences différentes la même situation ou les mêmes faits. Alors justement, tu travailles aujourd'hui sur le Sahel, hein, à International Crisis Group, sur ce projet Sahel. Est-ce que, après tout ce temps d'analyse, puisque tu dis être un analyste et pas vraiment un chercheur, heu, tu parles d'influencer les décideurs. Finalement, comment est-ce qu'on sait qu'on a influencé un décideur? Comment on sait que les résultats de nos travaux ont eu un impact sur la gouvernance? Comment évaluer ça? Alors, c'est une très bonne question. Je crois que euh, c'est probablement l'un des défis les plus importants qui se posent à des instituts ou à des ONG, à des centres de recherche comme le nôtre, comme International Crisis Group. Et il est très difficile, au fond, d'évaluer l'impact qu'on peut avoir sur la trajectoire d'un pays, de plusieurs pays, d'une région, voire d'un continent. Euh, je crois que notre mission, et en toute humilité, c'est de contribuer à influencer les décisions. Donc, nous ne sommes pas les seuls à être dans sur ce segment-là. Nous ne sommes pas les seuls qui cherchons à influencer les décideurs, mais nous contribuons en fait à cette influence, à cette influence-là. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, on a à l'interne différents outils euh, de tracking, de suivi de l'impact potentiel qu'on a pu avoir ou de l'influence potentielle. C'est souvent euh, en faisant un suivi, j'ai envie de dire, après-vente. Une fois qu'on a écrit un rapport, qu'on a publié un rapport, on essaie de voir si le gouvernement, les autorités que nous cherchons à influencer ont pris des décisions Oui. qui tiennent compte des recommandations ou d'une partie des recommandations que nous avons formulées. Euh, Évidemment, les gouvernements, les décideurs politiques ne diront jamais que c'est ICG qui les a influencés. Je crois que c'est pas ça Ce n'est pas l'objectif, hein. notre objectif. Ce n'est pas de mettre notre drapeau ce n'est pas une course à la visibilité. Je crois que ce que nous essayons de faire, c'est euh, dans le cadre de nos engagements avec le personnel politique, le personnel diplomatique, euh, les sociétés civiles des pays dans lesquels nous intervenons, c'est d'identifier dans nos échanges les quelques recommandations qui ont, disons, retenu l'attention de ces différentes catégories d'acteurs Oui, euh, et que ces catégories d'acteurs ont pu quelque part domestiquer ou apprivoiser dans le cadre de l'élaboration de leur politique ou de leur stratégie. oui. Mais évidemment, ça reste un travail imparfait, d'où l'importance de continuer, enfin, d'avoir un dialogue régulier avec les acteurs que nous cherchons à influencer. Évidemment, si on a un peu de recul sur la situation du Sahel, je dois en toute humilité reconnaître que nous ne sommes pas parvenus à influencer de la manière la plus correcte Oui. les événements. Ça fait plus de 12 ans que la crise au Mali a été euh, déclenchée, puisqu'il faut se rappeler la crise que nous cherchons à circonscrire encore aujourd'hui au Mali, par exemple, a débuté en 2012. Donc ça fait plus de 12 ans que la crise sévit dans ce pays. Euh, et je crois que, il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites au cours des 10 dernières années sur la nécessité d'avoir une approche multidimensionnelle, une réponse multidimensionnelle, euh, de revoir la hiérarchie des priorités, des décisions, des mesures qui sont prises sur le terrain. Je dois reconnaître que par moment, nous avons eu l'impression de ne pas avoir été entendus ou Oui. de ne pas avoir été suffisamment compris. Je crois que c'est un peu ce que la situation actuelle démontre. Et j'imagine, Ibrahim, que ça crée quelque part une frustration aussi. On peut s'interroger sur finalement l'importance aussi de ces rapports. J'aimerais citer quelques-uns des rapports sur lesquels tu as travaillé. Il y a répondre à l'insécurité dans la zone du Liptako-Gourma,
l'extrémisme violent, le crime organisé et les dynamiques de conflits locaux, mais aussi les perspectives pour les pays du G5 Sahel et plus récemment un rapport sur le départ de la MINUSMA. Et là, maintenant, dernièrement, j'imagine que vous travaillez aussi à ICG sur ce retrait de l'AES, des pays de l'AES de la CEDEAO. Absolument, absolument. Enfin, il y a évidemment, à titre personnel, il peut y avoir par moment de la frustration. euh, mais je crois que le plus important, encore une fois, c'est de contribuer à améliorer la situation sur le terrain. Et donc, on doit, je crois, chacun à son niveau, ravaler un peu sa fierté, Oui, dépasser son orgueil et ses insatisfactions personnelles pour essayer de contribuer à l'apaisement et à la stabilisation de la situation de la région et du pays en particulier. Donc cette frustration, elle est réelle, elle existe. Mais je crois encore une fois que notre travail, c'est aussi ça. C'est encore une fois en toute humilité, c'est de contribuer à la réponse. Et nous ne prétendons pas d'ailleurs avoir la solution miracle à tous les défis que traverse la région. Le décideur politique, pour avoir été conseiller d'un Premier ministre, a des oui, éléments d'appréciation qui vont au-delà d'un rapport que peut publier ICG. Donc, il tient compte, dans la mesure du possible, des recommandations de ICG, mais il tient compte aussi de certains impératifs, parfois politiques, euh, parfois très politiques locales d'ailleurs, euh, qui échappent à l'appréciation, souvent même à la compréhension d'instituts ou d'organisations comme les nôtres. oui. Et c'est la raison pour laquelle je parlais de contribuer à la réponse et pas apporter la réponse elle-même. On apporte une partie de la réponse et c'est aux décideurs de rajouter cela à d'autres ingrédients, à d'autres considérations qui vont au-delà d'une analyse disons, froide et objective de la situation. Oui. Alors justement, Ibrahim, on l'a dit, hein, les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO. Le retrait a été acté officiellement le 29 janvier, après des mois de tractation. Et finalement, concrètement, je sais que vous avez analysé cette question en long, en large et en travers, mais concrètement, là, dans l'immédiat, qu'est-ce que ça veut dire pour les citoyens de la zone AES et ceux qui restent dans la zone CEDEAO? Alors, je pense que le point de départ, c'est de considérer ce retrait des pays de l'AES comme un coup dur porté à l'intégration régionale, Oui, au projet d'intégration régionale qu'incarnait la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Donc, l'idée que nous avons besoin dans cette partie du monde d'une organisation commune qui permet aux États de monter en échelle, puisque nos États pris individuellement, enfin dans cette région-là, ont évidemment des atouts, mais sont très peu outillés pour faire face à des grands ensembles comme l'Union européenne ou à des grands pays comme la Fédération de Russie, la Chine ou les États-Unis. Donc il est important qu'on connaisse cela à l'esprit. Euh, et cette annonce et ce retrait, surtout, intervient à un moment charnière de l'histoire de l'organisation. La CEDEAO fête cette année c'est son 50e anniversaire. Que de chemin parcouru, que de progrès accomplis et que de défis surmontés au cours de ces 50 dernières années. Euh, Évidemment, l'organisation n'est pas parfaite. C'est une organisation intergouvernementale, il ne faut pas l'oublier. Elle est donc le reflet des États membres qui la composent. Je crois qu'on a tendance à oublier cela et à perdre cela de vue. Ce qui est demandé finalement à la CEDEAO, comme à beaucoup d'organisations africaines, c'est d'être meilleur que les États membres qui les constituent. Euh, alors, elles peuvent être meilleures sur le papier, dans les textes, euh, dans le corpus normatif qu'elles produisent. Mais quand vient le moment de la décision, il est difficile de voir une organisation intergouvernementale faire mieux que la somme
des États qui la composent, euh, ou la sagesse qui peut se dégager d'une position commune de ces chefs d'État et de gouvernement. Donc, c'est d'abord un coup dur porté à ce projet-là. Euh, Après, évidemment, ça fait partie des vicissitudes de l'histoire. Euh, c'est une étape peut-être par laquelle la CEDEAO doit passer, même s'il faut aussi le rappeler, ce n'est pas la première fois qu'un État membre décide de se retirer de l'organisation. La Mauritanie l'a fait. C'est un ensemble de trois Là, États. oui, là, ce qui change effectivement, c'est non seulement que ces trois États, mais c'est aussi les conditions dans lesquelles Les conditions dans lesquelles le retrait l'AES se s'est produit. retire. Le Oui, retrait s'est produit. D'autant plus que, il faut le rappeler, les objectifs de l'AES ne sont pas antinomiques à ceux de la CEDEAO. Donc, on aurait même pu avoir finalement, au fond, une sous-organisation qu'est l'AES au sein de l'organisation plus vaste qu'est la CEDEAO. Malheureusement, les incompréhensions, les divergences le profondes, dialogue hein. n'a pas suivi en fait. Le dialogue n'a pas suivi. Je Le crois qu'il y dialogue a. n'a pas suivi, Ibrahim. Est-ce que c'est aussi une manière pour la CEDEAO de se remettre en question? On a souvent accusé, et c'est l'un des arguments aussi déployés par l'AES, la CEDEAO d'être la CEDEAO des chefs d'État et pas celle des peuples. Ce que un peu revendique, on va dire, l'AES, être au service des peuples et pas des chefs d'État finalement. Est-ce qu'on n'est pas victime la CEDEAO n'est pas victime de cette accusation? Alors, à la différence que la CEDEAO a 50 ans, donc Tout à fait. on a suffisamment de recul sur la pratique au sein de la CEDEAO. Je crois qu'il faut encore attendre quelques années avant de se prononcer sur cela du côté de l'AES. Je ne sais pas si pour l'instant on a une CEDEAO enfin une AES des peuples ou une AES Ok. des chefs d'État. Pour l'instant, l'architecture qui est proposée, dont on voit les bribes, même si évidemment beaucoup de choses restent à peaufiner du côté de l'AES, ça tourne autour des chefs d'État, ça tourne autour Et pas des peuples, des gouvernements pour l'instant. En tout cas, l'architecture effectivement. qui est proposée, qui est mise sur la table. Évidemment, on verra. Est-ce qu'un parlement verra le jour? Comment ce parlement Oui. comment les membres de ce parlement seront désignés? Donc, il y a des questions qui restent en suspens et je crois qu'on n'a pas suffisamment de recul pour avoir le même niveau d'appréciation ou le même degré d'appréciation qu'on peut avoir sur la CEDEAO. Euh, oui, je crois que ce reproche est du moins entendable. Il est Est-ce qu'il est entendable. légitime, ce reproche? Est-ce qu'il est vraiment légitime, finalement? Notamment dans la gestion des crises, hein. Souvent, quand il y a eu une crise dans un pays, on a souvent indexé les chefs d'État de ne pas chercher à régler cette crise, mais plutôt de sauvegarder leurs intérêts. Est-ce que finalement, c'est légitime? Oui, la critique, elle peut être légitime. En tout cas, elle est reprise par une partie des populations de cet espace, y compris dans les pays enfin, qui restent membres de la CEDEAO. Cette Oui. critique contre l'instance conférence des chefs d'État revient dans la bouche de nombreuses personnes. Et donc, encore une fois, je crois qu'elle est au moins entendable, cette critique-là, que les chefs d'État n'ont pas suffisamment fait preuve euh, de sagesse pour traiter certaines situations qui n'ont pas été dans l'anticipation toujours, bloquées aussi parfois par cette idée que chaque État est souverain. Et donc, il est parfois très difficile pour la CEDEAO d'aller loin, même quand elle se rend compte que la situation se dégrade dans un pays. Et ça fait partie peut-être des choses à revoir dans le fonctionnement de la CEDEAO. Quel rôle ou quelle place finalement on accorde à la conférence des chefs d'État? Est-ce qu'il ne faudrait pas responsabiliser davantage la Commission? Euh, il y a aussi quelque chose qu'on oublie au- pour, enfin, dans la lecture ou dans l'appréciation qu'on peut avoir sur la CEDEAO. Encore une fois, une organisation intergouvernementale, elle est le reflet des États membres. Oui. Euh, pour le cas de la CEDEAO, elle est le reflet, elle est à l'image d'un pays en particulier qui est le Nigeria. Et il faut reconnaître que au cours des deux dernières décennies en particulier, la diplomatie nigériane a été
un peu plus déclinante. Et donc, cela explique aussi le décrochage d'une organisation comme la CEDEAO, même si, évidemment, il ne faut pas non plus, même s'il faut nous reconnaître quelques actions dans les crises dont nous parlons. Au Mali, c'est une critique qu'on entend souvent, hein, qu'elle n'a rien fait depuis le début de la crise. Je pense qu'il faut quand même rappeler que la CEDEAO a été là au tout début de la crise en 2012, à la fois sur le volet politique. Elle a géré avec une certaine habilité le coup d'État de Oui, 2012, ce qui permet de mettre en place assez rapidement une transition civile dirigée par le président Dioncounda Traoré. Mais elle a aussi contribué à l'élaboration de la réponse sur le plan militaire. C'est d'ailleurs la CEDEAO qui envoie, alors sous bannière UA, Union africaine, les premiers contingents qui débarquent au Mali. Et donc, ce n'est peut-être pas non plus lui rendre justice que de ne pas rappeler ces épisodes où elle a été active, où elle a été engagée. Et je crois que elle a aussi fait les frais quelque part d'une autre organisation qui a vu le jour autour des années 2014-2015, le fameux G5 Sahel, G5 Sahel, qui a en G5 partie Sahel. éclipsé l'action de la CEDEAO Oui. en détachant un peu plus cet espace qu'on appelle le G5 Sahel du reste de l'Afrique de l'Ouest, ce qui a ramené évidemment la décision au niveau du G5 et plus au niveau de la CEDEAO. Alors Ibrahim, on a entendu le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop dire nous avons quitté la CEDEAO, mais nous n'avons pas quitté l'Afrique de l'Ouest. Personne ne viendra déplacer un pays ou un peuple de cet espace. En même temps, je me dis on ne peut pas quitter quand on est un pays enclavé, hein, comme le Mali, le Niger ou le Burkina Faso, difficile de quitter cet espace aussi facilement. Est-ce que l'AES peut faire cavalier seul aussi vite? Alors, il a raison, monsieur le ministre. Alors, il a raison, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop. Euh, cette formule est une reconnaissance de la réalité physique des pays de l'AES. Ce sont trois pays enclavés qui ont besoin des pays côtiers pour commercer avec le reste du monde. Cela ne veut évidemment pas dire que les pays côtiers n'ont pas besoin aussi de ces débouchés-là, ils en ont besoin. Donc il y a des intérêts réciproques à préserver, à sauvegarder. Euh, je crois que c'est aussi l'importance de la diplomatie dans l'action publique d'un État, dans l'action que conduit un État, euh, puisqu'on ne peut pas déménager un État comme on le ferait pour un individu, une famille. On est obligé de s'entendre avec ses voisins. Euh, et je crois que les, la réalité doit amener les deux parties, la CEDEAO et l'AES, au cours des prochains mois. Parce qu'il faut le rappeler, on a eu, tu le disais au départ, de nombreuses tractations. Au fond, on a eu très peu de tractations. Très peu, oui. Très peu. L'année qui s'est écoulée aurait dû servir justement de moment pour discuter, négocier cette séparation euh, à l'amiable. Euh, mais le niveau de tension était trop élevé pour qu'il y ait un dialogue constructif entre l'AES et la CEDEAO. Maintenant, il faut espérer que au cours des prochains jours, des prochaines semaines, que les négociations soient entamées par les principales parties, la CEDEAO et l'AES, pour préserver les intérêts des populations. Parce que je crois qu'il faut les mettre au centre du débat les intérêts des populations. Le divorce a été acté par ce retrait. Il n'est pas dit que dans quelques années, les deux organisations ne vont pas se retrouver. Mais dans l'intérim, je crois qu'il faut que chacun travaille à préserver les intérêts de ces populations. Euh, Effectivement. D'autant plus que, au fond, ces populations partagent énormément. Euh, Elles n'ont pas attendu la CEDEAO, encore moins l'AES, pour commercer, échanger, travailler entre elles. Tout à fait. C'est un peu comme un couple qui se sépare et il faut trouver les moyens de sauvegarder les intérêts pour les Absolument, je crois enfants. que la Les métaphore, enfants. c'est bien. La La métaphore, métaphore, non, c'est il la faut parfaite trouver, effectivement, il métaphore. faut, il faut trouver
les moyens Aller des au-delà des tensions finalement, hein, pour sauvegarder absolument le... dans le bien, dans l'intérêt et pour le bien des populations Tout à fait. des deux espaces. Oui, Il faut aussi rappeler que l'AES est aujourd'hui l'épicentre de l'insécurité qui se propage aux pays côtiers. Donc les pays côtiers ont aussi intérêt, au-delà du volet économique, hein, à travailler euh, de façon étroite avec les pays de l'AES euh, parce que ces groupes-là ne connaissent pas, à la différence de nos organisations et de nos chefs d'État, des frontières. Euh, ils se jouent des frontières. Et donc, l'AES, comme les pays côtiers, donc comme les pays de la CEDEAO, devraient trouver aussi les moyens de contenir ensemble l'insécurité parce que ils y ont tous les deux intérêt, en fait, ces pays-là. absolument. Alors Ibrahim, la question des passeports, hein, le passeport de l'AES, les visas, est-ce que ça peut devenir plus tard un problème, une entrave à la libre circulation des citoyens dans la zone? Est-ce que demain, si on est au Sénégal, on va devoir faire un visa pour rentrer au Mali? Et est-ce qu'on peut arriver à une telle situation, même si on sait que pour l'instant, les passeports CEDEAO, pour ceux qui les ont, sont toujours d'actualité? Euh, La, la, la situation reste volatile Mm. et la région nous a réservé de belles surprises. Donc je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que personne n'a intérêt au retour du visa dans cet Oui, espace euh, qui ne connaît pas ce mode de fonctionnement. Je ne sais pas si tu as eu l'opportunité de te déplacer, de te mouvoir en Afrique centrale, mais la base, la libre circulation reste encore à l'état de rêve. oui, Euh, En Afrique de l'Ouest, nous l'avons tellement que nous avons le sentiment que ce acquis-là n'est pas important. oui. Mais je crois que, malgré les tracasseries, hein, parce qu'on nous renvoie souvent à ça, ah, mais vous dites la libre circulation, mais au fond, la libre circulation, c'est pour une élite, celle qui voyage par les airs, ce qui n'est pas faux. Mais encore une Et fois, pas ce sur n'est pas les routes, hein, pas ceux qui voyagent sur les routes, hein. oui, pas ceux qui voient sur les routes, mais encore une fois, cela relève de la responsabilité des États membres de la CEDEAO et pas de la Commission. À moins qu'on dote la Commission euh, de services de douane, de services d'agents aux frontières, etc. À moins qu'on la dote de ces moyens-là, je crois qu'il n'est pas raisonnable d'attendre de la Commission de la CEDEAO qu'elle fasse le travail des États membres de la CEDEAO. Oui, Mais ce acquis, je crois que ce serait dommage que la CEDEAO ou l'AES, en tout cas les communiqués que nous avons de part et d'autre, euh, d'abord de l'AES, ensuite de la CEDEAO, sont rassurants. sont plutôt Le rassurants. vu, Oui, mm, même si évidemment la CEDEAO se donne, enfin la Commission parle au nom de la CEDEAO en attendant le prochain sommet des chefs d'État qui doit entériner une décision qui sera arrêtée, j'imagine, à la suite de discussions, de négociations avec les pays de l'AES. Mais je crois que ce serait un recul important. ouais. Et donc, ce serait aussi prendre une responsabilité historique de rétablir quelque chose qui a été, enfin, Il ne fait pas partie de qui ne nos fait pas habitudes partie finalement. de Il ne l'ADN fait pas de la partie région, du... qui ne fait pas partie Absolument. du mode de vie Mm. des populations de la région. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé d'intégration régionale. Il y a aussi l'intégration économique. On cherche à faire circuler les produits un peu partout. Est-ce qu'il y aura un impact sur ce commerce intra-régional? Quand on sait qu'on parle aujourd'hui de ZLECAf, voilà, est-ce qu'il y a un impact de ce retrait de l'AES? Est-ce que ça va compliquer la vie des commerçants? Alors, cette question est étroitement liée à la première, celle de la Oui. libre circulation des personnes, parce que souvent on Et les associe, biens et les et les biens, marchandises. effectivement. Euh, je crois qu'à ce stade, on n'a pas la réponse entière et complète à cette Mhm. question-là. On a des interrogations, mais je crois encore une fois que ce ne serait pas dans l'intérêt des populations. Et s'il faut regarder à long terme, euh, je crois que ce ne serait pas une bonne chose que les chefs d'État décident de rétablir des restrictions ou des contraintes en la matière. Je crois qu'au contraire, la région était sur une bonne lancée
Il faut rappeler, on parle sur le plan économique et aussi sur le plan monétaire, la création d'une monnaie commune Tout à avec fait. l'éco, vers laquelle la région se dirige à l'horizon 2027. Euh, Est-ce que le départ de l'AES peut affecter au moins le rythme Cette auquel dynamique, les oui. États envisageaient l'adoption de l'éco? Oui et non. Oui, ben, ça peut peut-être refroidir certains États qui ne voient peut-être pas l'utilité d'engager autant de ressources, euh, de faire autant de concessions pour une organisation ou en tout cas pour un idéal qui a aujourd'hui été affecté par le départ ou le retrait des pays de l'AES. A contrario, euh, si les États de la CEDEAO, et je crois que c'est peut-être à cela que la plupart des structures de recherche, y compris ICG, invitent la CEDEAO, ce serait d'aller vers une accélération des réformes qui sont sur la table depuis plus d'une décennie, réformes au niveau de la commission, dans la façon dont fonctionne la commission, dans la façon dont on travaille au sein de la commission, dans la façon dont les décisions sont prises et appliquées sur le terrain. Ça peut aussi être un wake-up call pour l'organisation, pour aller beaucoup plus en avant dans son processus d'intégration. D'autant plus qu'on l'a souvent accusé de traîner les pieds, de ne pas vouloir aller vers une forme d'indépendance monétaire. Oui. Et donc une rupture avec, là aussi, un sujet qui fait débat dans la région, et en particulier dans les pays de l'AES, le franc CFA. Alors, l'union monétaire, elle reste en tout cas d'actualité pour le moment. Oui, l'UEMOA, alors je pense qu'il L'UEMOA reste est d'actualité. important de rappeler que l'AES, oui, sort de la CEDEAO, mais reste membre à part entière de cet autre espace d'intégration qui est l'UEMOA, l'Union Oui. économique monétaire ouest-africaine, qui offre d'énormes avantages en matière de circulation, de libre circulation des personnes et des biens à ces États-là. Au moins dans cet espace de 8 pays euh, qui va de la Guinée-Bissau au Niger en passant par le Togo, le Bénin, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, et j'en passe. Alors, Ibrahim, revenons rapidement à cette force militaire qui a été annoncée, hein, je pense, de 5000 hommes après les échecs du G5 Sahel, les critiques vis-à-vis de l'Union africaine pour les interventions militaires. Qu'espérer de cette force? Alors oui, je crois que on a effectivement en tête l'expérience peu concluante du G5 Sahel et de sa force conjointe en Ouais. particulier. Mais beaucoup de choses ne fonctionnaient pas bien au sein du G5 Sahel et qui ont probablement conduit à sa paralysie avant sa mort clinique. Euh, je crois que Notamment une l'AES, lourde bureaucratie, hein, oui, une lourde une bureaucratie, bureaucratie, une tendance excessive aussi manque je pense d'efficacité. Oui, et peut-être aussi une, euh, euh, une absence de convergence de vue entre les chefs d'État entre les chefs d'État. du G5 Sahel. Je Mhm. crois que tous ces éléments-là ont contribué au mieux à sa fragilité, au pire à son échec, quoi. Oui. Euh, Maintenant, l'AES, ça c'est important de le rappeler, c'est une initiative, euh, c'est une initiative des trois États, euh, portée par les trois États, sans financement extérieur pour le moment. Euh, c'est vraiment à l'initiative de ces États-là. Je crois que c'est important de le mentionner. Euh, et il y a une volonté aujourd'hui nettement plus affichée, du moins, de la part des chefs d'État de l'AES d'aller ensemble. Et ça, on le voit, ça produit des résultats, quoique limités, mais ça produit des résultats. Par exemple, la reprise de Kidal en 2023, en novembre 2023, par les forces armées maliennes, a aussi été facilitée par l'appui qu'ont pu apporter et le Burkina et le Niger. Donc on voit que sur des cas concrets, il peut y avoir des résultats euh, sur le plan militaire. Évidemment, ce qu'on attend de cette force conjointe, c'est qu'elle réussisse à endiguer l'insécurité dans un espace de plusieurs millions de
kilomètres carrés, ce Kilomètres. qui n'est pas chose aisée. 5000 hommes, c'est, euh, ce n'est pas non plus comme si c'était Finalement. 50 000 hommes. Voilà, c'est très peu. Mais c'est un bon départ. C'est un bon Oui. départ. Et ça traduit surtout une volonté commune, comme je le disais, hein, d'adresser au moins ce point-là ensemble. Et je crois qu'on a longtemps reproché au chef d'État de ne pas aller dans la même direction, de jouer chacun un peu de son côté, soit pour des questions, pour des raisons politiques, parfois pour des raisons en lien avec la souveraineté. Aujourd'hui, on a des États qui décident ou qui ont décidé de prendre leur destin en main, de mettre sur pied une force conjointe. Évidemment, la volonté, elle seule ne suffit pas. Il faudra que des moyens importants soient mis à la disposition de cette force conjointe et surtout qu'il y ait des options complémentaires à la réponse militaire. Oui. Sinon, on risque de se retrouver dans quelques années dans ce qui s'apparente à une impasse, à une nouvelle impasse dans le Sahel. Ibrahim Maïga, dernière question. J'ai envie de dire que les populations de ces trois pays, hein, Mali, Niger, Burkina, sont des jeunes. Il y a une énorme résilience des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés. Est-ce que finalement ce n'est pas ça la force et l'avenir de ces pays du Sahel? J'ai envie de dire. Est-ce que finalement, pour finir sur une note vraiment positive, l'avenir de ces pays-là, finalement, c'est cette jeunesse qui est là, qui est un capital humain et qui va porter finalement le développement demain de cet espace-là qu'on appelle Sahel et sur lequel tu travailles. Et il faut espérer que cette jeunesse soit le fer de lance des transformations, de transformations positives pour la région, pour le présent de la région et surtout pour l'avenir de la région. Euh, on a publié il y a quelques semaines hein, un rapport sur la trajectoire de la transition au Mali. Mhm. Euh, et l'une des conclusions que nous faisons dans ce rapport, c'est que l'extrême jeunesse de la population a sans doute accéléré le tournant dans lequel le Mali semble s'engouffrer depuis quelques années, Mhm. qui est un tournant qu'on qualifie nous de souverainiste, Souverainiste. qui a évidemment permis aux autorités maliennes d'avoir un soutien populaire en dehors de tout processus électoral, un soutien populaire euh, très fort et sur une relative longue durée. Il y a très peu de gouvernements, même élus, qui peuvent bénéficier d'un aussi grand soutien sur un aussi long, important, enfin long moment. Euh, mais cette jeunesse, comme je le disais, a accéléré ce tournant-là. C'est cette jeunesse qui s'est mobilisée tout le long de 2020 pour réclamer un changement à la tête du pays. C'est cette mobilisation qui mettra la pression sur le président Ibeka et qui fera le lit, évidemment, d'une intervention de l'armée. Euh, donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que on voit qu'à chaque fois que la jeunesse décide de prendre son destin en main, elle parvient à produire en quelques mois, en quelques années, des transformations qui prennent en général des années, voire des décennies à se mettre en place. Ouais. Évidemment, cette pression de la jeunesse, cette extrême jeunesse de la population vient aussi avec des défis immenses et des défis importants. Tu parlais de résilience à l'instant, mais il y a aussi de l'impatience. Moi, ce que Il y a de j'entends, l'impatience. il y a la résilience, mais il y a aussi beaucoup d'impatience, mais il y a surtout beaucoup d'attentes Oui. envers les autorités. Et c'est un message assez fort que cette jeunesse ou que ces jeunesses-là lancent à l'ensemble des dirigeants, non seulement de l'AES, mais de la région. Aujourd'hui, les jeunes sont connectés. Les réseaux sociaux font que ben, celui qui est à Gao, à Tombouctou, suit les événements à peu près de la même manière que celui qui est à Washington ou à Nairobi. Je me souviens, moi, quand j'étais petit, il fallait des jours et des jours, voire des semaines avant que l'information nous parvienne. Oui. Euh, en tout cas, dans ma jeunesse, c'était comme ça que les choses se passaient. On est dans un monde interconnecté désormais. Interconnecté aujourd'hui, Global. un smartphone, une Oui. connexion permet de suivre.
le discours, L'information va très, très vite. le discours d'investiture de Donald Trump Oui, et toutes les décisions qu'il a prises dans la foulée. Et donc je crois que évidemment, ça vient avec son lot aussi de défis. On parle beaucoup de désinformation, de de manipulation propagande. de propagande, mais je crois que c'est aussi une pression supplémentaire sur les épaules des dirigeants. Et je crois que dans chacun de ces pays, les dirigeants devraient euh, mieux comprendre les aspirations profondes de leur population, en particulier de leur couche jeune. De leur couche jeune. Un dernier mot, Ibrahim, sur cette démocratie au Sahel. Comment vous la percevez aujourd'hui? Elle a beaucoup été critiquée. Est-ce qu'elle a encore de beaux jours devant elle? Paradoxalement, je ne crois pas et c'est l'un des résultats que nous partageons aussi dans le rapport auquel je faisais allusion il y a quelques minutes. Euh, il y a évidemment beaucoup d'interrogations sur la démocratie. Il y a un rejet des élites politiques, un rejet assez fort des élites politiques qui ont vu le jour ou émergé à la suite de la démocratisation de ces pays-là. Mais je ne crois pas que les populations aient tourné le dos définitivement ou irrémédiablement à la démocratie dans cet espace. Je crois au contraire qu'elle a de l'avenir, à condition que les sociétés civiles aient de l'espace pour travailler, euh, Ainsi que les médias d'ailleurs, hein. Les ainsi que les médias, médias, évidemment, ainsi que les ainsi que les médias. médias. Mais je crois que, alors c'est une parenthèse dans la plupart de ces pays-là, Oui, et je crois que les dirigeants devraient comprendre cela. Je pense que ça fait partie des aspirations profondes dont je parlais. Les gens ont besoin, les gens réclament une démocratie fonctionnelle parce qu'à écouter les gens, en fait, ils ne veulent absolument pas d'une confiscation ad vitam aeternam du pouvoir entre les mains d'une élite, qu'elle oui, soit civile ou militaire. Ce dont les gens ont envie, c'est un mieux-être, une amélioration de la santé, une amélioration de l'éducation, une amélioration de leur niveau de vie, de un espace de liberté aussi, individuelle et collective. Ça, ça ne peut pas se faire sans un retour à une démocratie fonctionnelle, je dirais oui. fonctionnelle. Je crois que ce que les gens remettent en cause, c'est les pratiques parfois non démocratiques, antidémocratiques qui ont pu avoir cours dans ces espaces-là, y compris euh, quand des régimes civils étaient à la tête de ces pays. Oui. Ibrahim Maïga, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quel est le dernier rapport sur lequel vous pouvez travailler et qu'on peut évidemment retrouver sur le site de ICG, hein, International Crisis Org, peut-être pour nos auditeurs? Alors oui, tu as mentionné quelques-uns des rapports que nous avons faits. Nous avons publié un court papier sur l'AES et la CEDEAO, les implications de ce retrait, les conséquences aussi possibles de ce départ. Nous avons aussi publié un rapport sur la diplomatie nigériane que j'invite tes auditeurs à consulter parce que je crois que c'est un pays important de la région euh, dont le sort est intimement lié au sort de la région, de l'organisation qu'est la CEDEAO, euh, même si, bon, évidemment, les pays de l'AES se sentent moins concernés par cette organisation-là, mais je crois que c'est un pays dont euh, l'État impacte, l'état de santé impacte significativement le reste de la région. Et enfin, mes rapports que j'invite en particulier nos auditeurs de l'espace AES à consulter, c'est le tout dernier rapport sur le Mali, intitulé Le tournant souverainiste au Mali, ajuster la trajectoire. Effectivement, un très bon rapport que j'ai eu l'occasion de lire pour justement préparer aussi cette conversation avec toi, Ibrahim. Merci beaucoup, hein. Je rappelle que tu es chercheur senior Mm. à ICG. Merci pour tes éclairages et à très bientôt. Merci beaucoup, Ma. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec toi sur ces sujets, comme je le disais, à la fois stimulants, mais enfin importants pour la région, même si par moment, on les a abordés, je pense, avec la gravité qui s'y est. Merci. Une conversation donc à retrouver sur notre chaîne YouTube. À bientôt. À bientôt.